Bien, donc c'est parti pour ce projet sur les socio-écosystèmes forestiers, donc co-dirigé par Maya Leroy et Nicolas Picard. Donc Maya, vous êtes enseignante-chercheur en sciences de gestion à AgroParisTech et vous occupez de gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales. Et Nicolas Picard, vous êtes écologue, directeur de recherche à l'INRAE et vous dirigez le groupement Pardon, petit problème de casting. Ah, pardon, excusez-moi. C'est moi qui ai fait. Vous êtes écologue, modélisateur et statisticien et vous avez mené des recherches sur la gestion durable des forêts dans différents biomes à travers le monde et directeur du GIP Ecofort. Voilà, j'ai retrouvé ma bonne source. Veuillez m'excuser pour cette erreur d'aiguillage. Ouais, il faut toujours se méfier de ce qu'écrivent les journalistes en premier. Donc, merci. Donc, vous voulez peut-être dire un mot introductif? Non. On commence. Donc, on va commencer par on vous propose de commencer par une table ronde. Donc, on a le plaisir, alors, je m'assois d'accueillir donc Philippe Puydarieux. Je vais essayer de ne pas me tromper hein, cette fois-ci. Vous êtes économiste de l'environnement et ingénieur des ponts, des eaux et forêts, et vous êtes depuis sa création le directeur du parc national des forêts, donc situé entre Côte d'Or et Haute-Marne, qui est le premier parc national vraiment dédié à la forêt. J'ai toutes les petites étiquettes, parce que, excusez-moi, c'est pas tous vu en visio, donc j'ai pas forcément de mais il y a Thomas Feiss. Vous êtes forestier et scientifique de formation, actuellement directeur adjoint de l'Institut pour le développement forestier, donc qui est le service de recherche, développement, innovation du CNPF. Bon, je ne sais pas s'il faut rappeler ce qu'est le CNPF, je pense que ça va. Oui, bah, vous pourrez effectivement le faire. Guillaume Chantre, vous êtes directeur général adjoint de l'Institut technologique FCBA, donc centre technique de la filière forêt, bois, construction, cellulose, ameublement, dont l'objet est d'accompagner au plan technique et scientifique, réglementaire aussi et normatif, le développement des entreprises de la filière bois et contribuer à leur montée en gamme. Et vous avez travaillé sur les interactions entre gestion des ressources et adaptation aux attentes industrielles. Benoît Labouze. Donc Benoît Labouze, voilà, vous êtes forestier et pardon, ingénieur de recherche et ouais, décidément, c'est l'après-midi. Veuillez me pardonner. Vos travaux de recherche portent sur la prise en compte des enjeux à long terme dans les situations de gestion de l'environnement et vous mobilisez ainsi dans des contextes de recherche-action les méthodes de la prospective, vous en parlerez, pour traiter des problématiques liées à l'agriculture, à l'eau ou encore à la biodiversité. Et enfin, donc, Frédéric Bonnet, vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne. Vous êtes spécialiste en aménagement du paysage et vous avez été lauréat en 2014 du Grand Prix national d'urbanisme, si je ne me trompe. Voilà, donc messieurs, enchantés. Pardon? Très bien. Et bien donc je vous laisse la parole, Maya et Nicolas, pour cette introduction. Oui, d'abord, merci à tous. On est très heureux de pouvoir vous présenter ce programme de recherche qui s'appelle le Hub. On est 15 partenaires. C'est une construction qui s'est faite à partir d'une quarantaine de propositions et qui a un défi majeur à relever pour le PEPR, puisqu'il est là pour permettre de faire dialoguer les connaissances interdisciplinaires, les connaissances au sein de ce qui va se déployer dans le programme Forest, mais aussi en lien avec les parties prenantes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé, dans cette introduction et dans cet enjeu de dialogue, de faire venir une table ronde avec justement des parties prenantes pour qui la question de la résilience et de la transformation des socio-écosystèmes forestiers est un enjeu majeur et avec des points de vue très différents. Donc, je voudrais juste la dia de structure du programme parce qu'on a décidé, vu qu'on a sur la structure du programme beaucoup de points importants à développer et que donc demain, on aura une partie de nos équipes qui vont présenter et les Living Labs et la formation. Donc on a décidé aujourd'hui de se centrer sur la prospective et les changements socio-économiques.
il faut savoir que ce challenge de Forest dit en gros qu'on voudrait à la fois la résilience dans des processus de transition de socio-écosystèmes, mais finalement, de quoi on parle très concrètement et comment les disciplines abordent et ce qu'on appellerait des socio-écosystèmes et de ce que seraient ces transformations. Donc, je vais laisser la parole à nos parties prenantes. Je voudrais dire que sur la prospective sur laquelle on va revenir, on travaille à la fois en Future Study, donc c'est un programme de recherche, hein, ce n'est pas un programme d'animation. Donc on travaille à la fois sur les Future Studies et les Foresight, ça veut dire pas seulement donner un outil qui dirait c'est ça le futur de demain, mais ça veut dire quoi de travailler en prospective et pas en prévision. Les chercheurs parfois veulent faire de la prévision, mais ne font pas de la prospective. Donc on va travailler ça à plusieurs échelles, on vous montrera. Les changements socio-écologiques, c'était discuté ce matin. De quoi on parle quand on parle de résilience? Quels sont les cadres théoriques derrière ça? Quels sont les implicites? Et finalement, tout un tas de processus, y compris le data turn dont nous parlait tout à l'heure Jérôme et son équipe. Qu'est-ce que ça va produire sur les changements et sur les sociétés et sur la recherche et dans les processus de gestion des forêts? Et les Living Labs que vous verrez demain, les Living Labs, c'est des actions sur des territoires autour d'innovation et avec des chercheurs, mais ce n'est pas des zones ateliers du CNRS. Alors qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un peu la question, c'est la question de recherche qu'on se pose. Et la formation, la question, c'est pas de dire la formation, c'est quelque chose qui va arriver derrière et qui serait une forme de valorisation du savoir chercheur. La formation, c'est aussi des processus avec des jeunes qui produisent des réflexions sur le présent et qui aussi impliquent des pédagogies, et en particulier pour nos champs des socio-écosystèmes forestiers, des pédagogies de terrain qu'on a de plus en plus de mal à mettre en œuvre et qui veut dire qu'il y a un travail fondamental, y compris de recherche sur les questions de formation. Voilà le programme. Maintenant, je vais laisser nos parties prenantes s'exprimer sur les grandes questions que se pose le PEPR, le PC Forest Hub. Merci, merci Maya. Oui, donc comment vous l'avez évoqué en introduction et comme on l'a déjà évoqué, donc la forêt est sûrement l'un des socio-écosystèmes le plus fortement marqué par tous ces multiples enjeux de société. Donc on s'y mêle et s'y oppose protection de la nature, et ce depuis des siècles aussi, régulation des eaux, des sols, du climat, des désirs de tourisme vert, l'atténuation du réchauffement climatique, l'économie du bois, ou encore aussi la possibilité de chasser. Ce sont donc, on le mesure, hein, de véritables socio-écosystèmes, mais sûrement les socio-écosystèmes les plus imbriqués. Quels sont pour vous, j'aimerais vous poser donc une question à vous tous, la même question, et vous y répondiez selon votre point de vue depuis votre position, votre observation des évolutions du monde forestier. Quels sont les principaux changements sociaux et écologiques liés à la forêt que vous avez observés ces dernières années en lien avec ces multiples enjeux? Qui veut commencer sur cette... Oui. Oui, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Ça marche? Bon. De mon point de vue, je préfère travailler en termes d'attente, en fait. La relation entre l'homme et la forêt, en fait, qui est questionnée, société et forêt, elle répond à des attentes qui ont toujours existé, alors avec des degrés variables. Aujourd'hui, ces attentes les plus fortes, c'est protéger. Enfin, on l'a vu ce matin, il n'y a pas besoin de faire de longs discours, même si on est surpris que parfois il y a des gens qui en doutent, mais il y a une urgence et la société s'est appropriée depuis les grandes conférences de Rio en 92, etc., la biodiversité, la vulnérabilité de tous les écosystèmes forestiers sur la planète. Et donc, c'est une nécessité qui s'impose à tous. Donc, il n'y a pas de débat et l'homme, le citoyen veut qu'on protège les forêts. Deuxième attente forte, c'est les attentes plus immatérielles. C'est quand toujours existé aussi se détendre et se ressourcer. Donc c'est parfois pas toujours compatible. Hein, si on mélange à la fois, si les représentants des propriétaires, à la fois des gens qui veulent se promener, cueillir des champignons, chasser, faire du quad, enfin tout ça n'est pas forcément facile, hein, mais c'est une attente. J'ai même entendu c'est paysager, j'ai même entendu paysage sensoriel tout à l'heure, donc pas simplement visuel. Et puis troisième attente, c'est des attentes de base aussi,
qui sont se loger, se meubler, se chauffer, voilà, toujours exister. Et ce rapport avec la société a toujours existé de la même manière. On peut le regarder dans l'histoire aussi. Mais aujourd'hui, ces dernières attentes qui sont celles par rapport à un matériau bois qui répond à ces nécessités sont amplifiées par un contexte réglementaire qui prend conscience du rôle d'atténuation que joue l'usage du matériau bois en tant que tel, qui non seulement stocke du carbone, mais a un effet de substitution de matériaux émissifs. Donc tout ça fait que ces attentes-là sont toutes légitimes. Elles s'expriment aujourd'hui par la société. Par contre, elles se plaquent sur des forêts qui sont issues d'attentes d'une autre époque, puisque je rappelle que la moitié des forêts privées ne sont pas l'objet de documents de gestion. Donc en fait, il y a des héritages, et aujourd'hui, dans la forêt française, je n'ai pas le chiffre exact, mais je dirais entre 35 et 40% de taillis simples, qui répondait à un besoin qui était du matériau de proximité, certes, mais surtout se chauffer, approvisionner les villes en bûches, etc. Et ces forêts, ces taillis simples, ils ont vieilli et ils sont face à des enjeux. Qu'est-ce qu'on fait, sachant que les enjeux d'aujourd'hui, si on devait faire un reset, si on devait faire complètement la forêt qui correspond à ces trois attentes-là, on n'aurait pas la même forêt qu'aujourd'hui. Voilà. Enfin, donc il faut composer et projeter de cette manière. Merci, merci Guillaume. Frédéric, peut-être? Donc, moi, je remercie Maya Laura de m'avoir invité. Je suis un petit peu intrus parce que je ne suis pas directement associé à votre groupe de travail. Je pense que vous avez peu, voire pas, d'architectes, urbanistes, paysagistes dans vos différents... Or, c'est effectivement aussi bien dans le domaine de la formation initiale que dans le domaine de la recherche, que dans le domaine des pratiques associées aux différents métiers qui sont les nôtres, on parle de plus en plus de la forêt. C'est clair que ça devient un sujet. Enfin, ça fait déjà un certain temps que ça dure, évidemment. Ça n'a pas toujours été. Alors, je le dis d'autant plus que, évidemment, l'architecte, historiquement, l'architecte urbaniste, c'est plutôt, c'est très extractiviste hein, comme activité. C'est une activité destructive. Enfin, pour construire, il faut extraire, donc y compris pour la forêt. Et c'est aussi, en termes d'urbanisme, très invasif, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, dans le droit français, on a longtemps et on continue d'opposer la question de la nature à la question de anthropique. Et il y a toute une série de systèmes qui fait que, évidemment, l'urbanisme, pendant très longtemps, c'est pas beaucoup occupé de la question de la nature et des écosystèmes. C'est en train de changer, enfin, ça change énormément. C'est aussi un témoignage que je voulais porter. Je pense que les métiers et l'enseignement sont en pleine mutation et les choses s'inversent aujourd'hui. C'est-à-dire que on part au contraire de l'intérêt. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des interdépendances territoriales. Pendant longtemps, c'était un peu ville-campagne en parallèle. Aujourd'hui, il y a des collaborations beaucoup plus fertiles entre des zones métropolitaines, des zones urbaines, des villes, des villages et des parties qui ne sont pas directement urbanisées, en tous les cas pas de la même manière, avec des préoccupations qui sont mutuelles, qui changent quand même le regard qu'on a d'un territoire sur l'autre et qui fait que les échelles de travail changent, je pense. Donc, il y a plusieurs facteurs, ça a déjà été évoqué, mais je pense qu'il y a la dimension constructive, il y a plusieurs échelles aussi qui sont en jeu. Dans la dimension constructive, aujourd'hui, il y a une vraie question de ressources. Or, la forêt, ça n'est pas qu'une ressource. On l'a entendu ce matin, j'ai encore discuté, évidemment, ça n'est pas qu'une ressource. C'est pas du tout, enfin, c'est pas que du bois pour faire des planches. Et donc, il y a un problème de nécessité d'innovation aussi qui est quand même très, très en jeu dans nos métiers et dans nos enseignements sur comment faire pour faire autre chose que prélever massivement du Douglas pour faire de l'ossature bois à l'ancienne, j'allais dire presque, mais travailler sur des choses beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus complexes, qui partent en fait de réalités qui sont plus diverses en fait que des forêts qui ont été plantées pour, quoi, quelque part, il y a quelques décennies, et dont on prélève aujourd'hui massivement le stock, quoi. Il y a un vrai effet qui s'amplifie à cause des politiques énergétiques et à cause des politiques, effectivement, du cadre réglementaire qui fait qu'en construction aujourd'hui, on est obligé, presque obligé, d'employer du bois, sinon on n'arrive pas à passer les limites réglementaires qui sont là de manière vertueuse d'ailleurs pour baisser les émissions de carbone.
Donc il y a cette dimension constructive, et puis il y a la dimension territoriale qui est vraiment très très importante. Je pense qu'il y a de plus en plus une conscience des interdépendants, j'en ai parlé, mais qui fait que même en termes climatiques, même en termes d'adaptation aujourd'hui, même les grandes métropoles ont bien conscience de la manière dont elles dépendent quelque part, dans leur survie presque, dépend en termes climatiques, en termes de ressources en eau, en termes de toute une série de paramètres, des massifs forestiers notamment qui sont autour ou entre, et qui sont souvent à proximité, mais dont elles ne se sont pas forcément préoccupées avant, et qui du coup rentrent dans le cadre des politiques publiques à différents niveaux, et ça change beaucoup les choses, me semble-t-il. C'est-à-dire que tout d'un coup, des territoires qui ne se parlaient pas se reparlent. Ça, c'est une dimension qui est très importante. Et en plus, en parallèle avec ça, il y a des usages qui s'intensifient, qui existaient aussi, mais qui s'intensifient, qui sont des usages de refuge. On peut en parler. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs PNR qui le constatent, c'est-à-dire où les urbains viennent de plus en plus se rafraîchir, quoi. En fait, et un des endroits où on se rafraîchit le mieux, c'est la forêt quand même. Donc, mais qui du coup, il y a une sorte de pression anthropique nouvelle qui est plus simplement de l'ordre de la randonnée occasionnelle ou de pratiques qui restaient assez légères, et qui met une pression assez forte sur ces milieux qui ne sont pas forcément très résistants, quoi. Donc ça, c'est une vraie question d'aménagement du territoire qui est au cœur des expérimentations et des réflexions qu'on porte, et qui sont... Alors moi, j'ai l'habitude de travailler avec d'autres disciplines. Enfin, c'est forcément interdisciplinaire, mais ça fait aussi partie... Ce dont je voulais témoigner, c'est qu'il y a un vrai déplacement. On n'enseigne plus l'architecture et on n'enseigne plus l'urbanisme de la même manière, mais vraiment plus. Enfin, en tous les cas, je peux en témoigner. Et ça se fait forcément en lien avec l'impact qu'a l'activité urbaine sur des milieux qui sont finalement extérieurs à la ville. Voilà. En plus, il y a un phénomène, j'irais presque en parallèle, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... Moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus. J'ai même fait une exposition à Venise, à la Biennale d'architecture là-dessus, sur le fait que le métier qui était... Les métiers de l'architecture et de l'urbanisme qui étaient très urbains se sont diversifiés. Et aujourd'hui, par exemple, le jeune étudiant qui devient architecte, il y a 20 ans, le parcours royal, c'était je vais à Paris, je trouve une grande agence, je fonde mon agence et j'ai une adresse nationale parce que je suis à Paris ou à Lyon ou à Toulouse, dans une grande métropole. Aujourd'hui, c'est assez différent. Il y a beaucoup de jeunes professionnels qui s'implantent dans des territoires ruraux et qui donc sont mis, s'impliquent en fait parmi d'autres acteurs sur des territoires qui sont constitués de manière extrêmement différente, aussi bien en termes économiques qu'en termes de relationnels, sociaux, professionnels pratiquement, et qui font de l'expérimentation, et notamment de l'expérimentation sur les questions constructives très intéressantes, en lien avec des visions alternatives, j'allais dire, de la valorisation des différents types de forêts. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça part aujourd'hui, par exemple, quand on parle de biosourcés dans une grande métropole, on va souvent chercher des exemples qui en fait ont été testés dans des territoires ruraux, et je travaille avec la métropole nantaise en ce moment, qui ont fait un travail absolument remarquable de sourcing, de quelles sont les ressources à l'échelle régionale qu'on peut mobiliser de manière intelligente et croisée pour accompagner de la meilleure manière possible les besoins en fait de développement des zones urbaines. Voilà. Donc c'est interdépendance et vraiment une grosse transition disciplinaire qui est en cours. Très intéressant. Merci Frédéric pour ce témoignage. Peut-être, oui, non, oui. Peut-être changer de micro. Ok, je veux bien continuer. Moi, donc je ne suis pas forestier, mais en travaillant sur les questions de long terme en lien avec les questions de ressources en eau, d'agriculture et biodiversité, j'ai croisé plusieurs fois la route de la forêt, et donc il y avait deux évolutions plus ou moins récentes que je voulais partager avec vous. La première, elle porte sur, on en a déjà parlé, la montée de la préoccupation forêt dans la société. Et ça a pour conséquence que en fait, sa gestion échappe presque nécessairement aux acteurs historiques et traditionnels du secteur forestier. Et on peut faire un parallèle avec l'agriculture, de la même manière que l'agriculture n'est plus depuis longtemps la seule affaire du secteur agricole, contrairement à ce que certains acteurs
vous plaide. Je pense que la forêt est en train de... Pareil, en fait, ce n'est plus la seule affaire du secteur forestier. Et ça a des conséquences quand on veut penser le long terme, mais peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Et puis la deuxième évolution que je voulais partager avec vous, c'est l'émergence d'une portée symbolique, critique et donc politique de la forêt pour certains acteurs, notamment des acteurs d'environnement. Et là, on peut penser aux cabanes de Notre-Dame-des-Landes, aux écureuils de la 69, au bois de Bure, à la forêt de Sivins. Et alors, tous ces exemples ne donnent pas à avoir des tendances lourdes, mais je trouve que c'est plutôt des signaux faibles, des germes de changement qui montrent la forêt qui devient aussi un objet des luttes environnementales. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans une réflexion de long terme. Très juste. Je prends la suite. Ouais, volontiers. Donc CNPF, Centre national de la propriété forestière. Donc on s'occupe du développement de la gestion durable des forêts privées. Donc 75% de la forêt française est privée. Et on touche à peu près à 3,5 à 4 millions de propriétaires. Donc c'est notre cœur de cible, notre cœur de métier, ce sont bien les propriétaires forestiers privés. Et en termes de changement justement dans leur vision de la forêt, on constate vraiment un changement radical, c'est-à-dire qu'à travers nos différentes enquêtes, donc on a un pôle sociologie au CNPF avec notre ingénieur Julie Thomas, on travaille avec l'INRAE, notamment le laboratoire Beta sur la sociologie, et on constate vraiment un changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les propriétaires forestiers ne mettent plus la production en premier enjeu dans leur forêt. La production arrive en 4e, 5e, 6e, voire 7e position selon les territoires. Effectivement, avec le changement climatique, avec l'évolution des consciences, là, c'est la fonction de biodiversité, de protection, de services écosystémiques qui arrive souvent en première position. Donc ça, c'est un changement net qui s'accompagne avec les changements de génération, bien sûr. Donc c'est très important dans la manière de gérer les patrimoines forestiers. On est avant tout maintenant sur des projets écosystèmes, des valeurs mises en avant plutôt que de la production. Je rejoins mes camarades sur un autre aspect qui ressort actuellement de plus en plus, c'est la notion de territoire et d'appropriation du sujet forestier dans les territoires. Donc effectivement, aujourd'hui, on a ce besoin, cette nécessité, cette manière de faire qu'est la concertation, qui est omniprésente, avec l'ensemble des représentants de la société qui sont présents, la filière. C'est vraiment une nouveauté, appropriation, intégration d'une identité locale dans le fonctionnement du socio-écosystème forestier. Un changement fort aussi pour les gestionnaires et les établissements publics comme nous, ou l'ONF d'ailleurs. Et troisième changement que l'on constate beaucoup, c'est toute la remontée de questions du terrain, des propriétaires, sur que doit-on faire face au changement climatique, que devons-nous privilégier en termes d'essence, en termes de traitement, en termes de pratique. Donc il y a énormément d'inquiétudes, énormément de questions qui remontent aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on peut noter en termes de 3 niveaux qu'on peut noter significativement de notre côté au niveau CNPF. Merci Thomas pour ce témoignage. Philippe ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur le parc national de forêt que je représente aujourd'hui. Donc le plus récent des parcs nationaux français, un cœur réglementé qui est à 95% forestier. Et si on prend l'ensemble du territoire, cœur plus aire d'adhésion, c'est 50% forestier. C'est un territoire qui concerne 110 communes adhérentes, 17 communes seulement non adhérentes. Et on est situé à cheval, comme ça a été dit, entre les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. C'est un territoire sur lequel le parc national est présent depuis peu. On va fêter nos 5 ans au mois de novembre. Donc 5 ans, c'est peu en matière de recul pour pouvoir juger de changement. Et néanmoins, on voit déjà un certain nombre de choses qu'on peut décrire. Moi, ce que j'ai noté, c'est une différence de rapidité dans les changements en fonction des secteurs d'activité. On a des changements qui sont plus rapides dans le monde agricole que dans le monde forestier. Dans le monde forestier, on voit des positions d'acteurs qui sont plus stables dans la durée que dans le cas de la profession agricole. Dans le cas de la profession agricole, par exemple, on voit aujourd'hui une tendance vis-à-vis du parc national qui est à se tendre un petit peu plus sur les questions de développement des énergies renouvelables, et notamment l'installation de parcs photovoltaïques ou éoliens. Tout ça, bien évidemment, en lien avec le revenu agricole. On peut penser que c'est aussi quelque chose qu'on verra venir sur la forêt
on a des promoteurs de projets ENR qui peuvent avoir envie de s'installer dans les écosystèmes forestiers. Donc voilà, ça c'est cette question de la vitesse de changement dans le positionnement des acteurs. Après, il y a autre chose auquel on est confronté, c'est nos relations avec les décideurs publics et en particulier, je dirais, avec les cadres supérieurs de l'État, préfets, sous-préfets, etc., directeurs d'administration. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la prise en compte de la biodiversité et du changement climatique est quelque chose qui commence à s'intégrer, puisqu'il y a des formations qui ont été organisées récemment. Et ça, c'est un vrai changement pour former les cadres supérieurs de l'État sur ces sujets-là et les sensibiliser. Et c'est vrai que quand on échange avec certains préfets, par exemple, ou cadres supérieurs de l'État, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance presque totale des enjeux et des questions qui se posent, alors que ce soit sur la gestion forestière ou sur la biodiversité, même le changement climatique. Mais on sent qu'il y a une progression et une volonté de la part de l'État pour une meilleure prise en compte par ces acteurs. Et après, peut-être que je voudrais mettre l'accent sur deux exemples de changements qu'on peut noter, et avec des inquiétudes pour nous en tant que gestionnaires d'une aire protégée. Alors une question qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent depuis ce matin, c'est la question de la chasse, puisque la chasse, c'est aussi un sujet forestier, quelque part, puisque c'est la question des relations forêt-gibier. Et on est face à des populations de certaines espèces de grands ongulés, notamment, qui augmentent, enfin en tout cas sur notre territoire, avec une pression forte du sanglier et des inquiétudes par rapport aux populations, à la démographie des chasseurs. Et aujourd'hui, c'est une inquiétude. Le fait de ne pas pouvoir maîtriser ces populations de grands ongulés peut amener un certain nombre de questions sur les renouvellements forestiers, sur le renouvellement forestier et également sur les dégâts agricoles. Donc voilà, une préoccupation pour nous, avec une inquiétude sur le fait que cette pression peut augmenter dans les années qui viennent. Et puis le deuxième sujet que je voulais évoquer, qui a été légèrement évoqué quand même, c'est la question, enfin, c'est en lien avec la question du changement climatique. Si on regarde sur les 5 dernières années, le parc national est un espace qui potentiellement attire du public et on voit une croissance dans la demande touristique sur notre territoire. Mais ce qu'on note, c'est une variabilité d'une année sur l'autre. Par exemple, cet été, on avait une fréquentation touristique moins importante que l'année précédente, du fait que l'année précédente, on était en période de sécheresse canicule, et donc on a un public qui a recherché plus facilement de la fraîcheur. Et la fraîcheur, en forêt, on la trouve, on a peut-être 4 degrés d'écart entre ce qui se passe en forêt et puis dans les open fields agricoles. Et ce n'était pas le cas cette année. Voilà, donc on a eu une baisse de fréquentation cette année, probablement liée à la météo. Voilà, donc c'est juste des petites observations, ça n'a pas un caractère scientifique, mais c'est pour répondre à la question sur ce qu'on perçoit de ces changements. Merci à vous tous. Et du coup, comment imaginer, concilier justement toutes ces nouvelles attentes, ces changements comment on pourrait imaginer cette forêt de demain qui permette de rassembler et de satisfaire ces attentes parfois antagonistes. J'aimerais vous interroger sur peut-être ces défis, ces enjeux à relever, ces choses à changer. Et sur ce point, qu'est-ce que vous pourriez attendre de la recherche scientifique, justement, pour peut-être aider au changement? Peut-être où Ça m'a passé le micro, reprendre dans l'ordre. Moi, je vais reprendre le fil un peu de mes propos, mais ces 3 attentes, donc l'attente très forte qui est autour de la protection, et l'attente montante également qui est en termes d'usage du matériau, et une attente relativement constante, je pense, par rapport aux aspects récréatifs, ressourcement, qui a toujours existé. Enfin, franchement, je disais, Ronsard est né il y a 500 ans, et il avait les mêmes diatribes à l'époque, en forêt de Gâtine, vous connaissez ces mots. Donc en fait, il y a surtout premier enjeu, protéger là, par rapport à la science, nous, par rapport aux forêts, qui en particulier, si je prends du côté production de bois, c'est évident qu'il y a une attente très forte de la génétique. C'est-à-dire que les génétiques des arbres forestiers n'a pas été très, sauf pour quelques espèces de production, n'a pas fait l'objet d'un effort énorme en termes de budget par rapport aux espèces cultivées agricoles. Donc on parle de migration assistée, mais parfois on met des espèces dont on ne connaît rien du tout. Enfin, on va mettre du chêne chevelu, c'est sympathique, mais ok. Donc il est important qu'il y ait des espèces sur lesquelles cet effort de connaissance progresse, connaissance assez intime des mécanismes d'adaptation dans des espèces dont le génome est déjà bien connu.
et coupler ça aux analyses maintenant d'épigénétique qui permettent encore de rajouter une connaissance sur les mécanismes d'adaptation. Alors, sur également la civiculture, je n'étais pas là hier, mais il y a eu des dispositifs qui ont été visités. Il y a également des tas de connaissances maintenant à agréger pour être capable de, alors, je ne sais plus si on dit renouveler, régénérer, enfin bref, régénérer la forêt. Et ça, ces sciences-là doivent permettre d'actualiser aussi ce qu'on appelle le corpus des sciences forestières, qui sont aussi des techniques acquises par des générations qui doivent être censées être revisitées, bien entendu. Voilà, premier souci dans l'adaptation, puis plein de choses ont été dites autour de la biodiversité. Deuxième aspect sur lequel j'ai envie de revenir, la question d'usage du bois. On me demande de jouer un peu ce rôle-là, en plus. Donc, vous avez des tas de chiffres, vous connaissez, c'est pas le petit livre rouge, mais le petit mémento, je vous le conseille, parce qu'il y a tous les chiffres que vous voulez savoir, qui sont faciles à avoir, et on peut le télécharger gratuitement. En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un angle mort, un risque d'angle mort dans l'analyse du projet autour des forêts, c'est qu'il y a quand même juste 415 000 emplois aujourd'hui dans une filière avec 50 000 entreprises et qui répondent aussi à des enjeux qui sont ceux de l'atténuation, puisque là, on est de l'ordre de 60 millions de tonnes de CO2 épargnées par l'usage de ce matériau et par une amélioration de cet usage également. C'est-à-dire qu'il y a aussi un challenge pour les professionnels, c'est apprendre à mieux réemployer, réutiliser, recycler, donc l'éco-conception. Et dans les simulations qu'on a faites avec l'IGN, dans la dernière étude d'ISPO-Bois, je vous recommande sa lecture, on peut gagner entre 10 et 20 millions de tonnes de CO2 en moyenne par an. Je ne me trompe pas sur les chiffres. Donc, vous voyez, ces chiffres-là sont quand même, il faut les avoir à l'esprit en dehors de la dimension sociale. Donc, quand on parle de bioéconomie, c'est tout un tissu social qui, je rappelle, a façonné les forêts, de par l'histoire des forêts françaises qui sont toutes sous influence, on va dire, anthropique. Et donc ça, il y a un vrai challenge à adresser pour qu'on sache également utiliser avec maximum de sobriété, ne rien gaspiller, que ce soit la matière, l'eau, l'énergie, etc. Réutiliser, rajouter une deuxième, une troisième, une quatrième vie au produit, éviter que ça aille directement en chaudière, ce genre de choses. Et ça, c'est un travail qui nécessite un investissement scientifique et technologique et qui est questionné parce que les moyens dont on dispose sont quand même pas non plus énormes. Enfin, moi, je vous invite à bien, dans le travail sur la réflexion société-forêt, la forêt est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui une filière. Pas de forêt, pas de filière, donc c'est clair. Et aujourd'hui, on a un déficit de la balance commerciale qui est de près de 10 milliards d'euros. Donc en fait, on ne répond pas à cette attente-là, se loger, se nourrir, etc., et atténuer dans les réponses qu'on a aujourd'hui au plan technico-économique. Donc ça nous questionne. Et dernier point, si vous me permettez, c'est plus sur la question justement de ces attentes. Comment faire en sorte que les gens qui portent ces attentes soient tous entendus. Elles sont toutes légitimes, j'insiste. Donc il y a une question autour de la médiation, mettre à disposition des méthodes aussi pratiques de diagnostic et de plan d'action qui permettent à les gens, alors à une échelle appropriée, qui est celle du territoire sans aucun doute, pas l'échelle de la parcelle, si vous voulez faire à l'échelle de la parcelle. On va raconter des tas de choses, mais on ne va jamais répondre à toutes les attentes en même temps, ou difficilement ou imparfaitement. Donc à l'échelle de ce territoire, qu'il y a une vraie réflexion des possibilités. Alors il y a les Living Labs, je vois qui sont cités, mais aussi des expériences à une certaine échelle qui dotent pas seulement les acteurs économiques, d'ailleurs les élus. Enfin, mettez-vous à leur place, c'est très compliqué. Protéger, répondre aux besoins des acteurs économiques, permettre à tous les gens de se balader librement dans les forêts, c'est pas simple. Mais les solutions existent. Moi, je rappelle qu'on a 17 millions d'hectares de forêt, donc c'est quand même considérable. Pour autant, on en tire beaucoup moins de sciage, par exemple, que nos voisins d'outre-Rhin. C'est une moitié moins pour une forêt plus grande. Donc en fait, il y a tous ces sujets. On a une capacité d'expérimentation et une forêt qui est quand même assez formidable pour pouvoir répondre simultanément à ces enjeux. Mais il y a un peu de brain à mettre dedans, on compte sur vous. Voilà. Okay. Merci. Oui, Frédéric. Je pense qu'un des intérêts, ça fait écho à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire je pense qu'il y a, comme dans toute dimension territoriale, des injonctions contradictoires et des paradoxes et des contradictions qui fait de toutes les questions, ce que vous avez dit, il y a une teneur politique très forte. C'est-à-dire qu'en gros, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des contradictions, il faut arriver à arbitrer, il faut arriver à ménager les choses, il faut discuter ensemble et il faut fabriquer
des modalités. En fait, je pense que ça fait partie enfin, c'est l'objet de votre recherche finalement, des modalités de travail communs qui fait qu'on arrive à trouver les meilleurs équilibres, quoi. Et à court terme et à long terme. C'est aussi des questions de prospective. Ça a été soulevé. Il y a des rythmes différents dans le rythme du quotidien, dans le rythme de l'urbanisation, dans le rythme des acteurs économiques et dans le rythme de la forêt, qui est forcément un rythme extrêmement lent. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ce repérage des expérimentations, parce qu'on est plutôt sur des expérimentations que sur des modalités, vous l'avez dit, les acteurs de l'État, enfin, je sais plus, c'est vous, je crois, hein, les acteurs de l'État sont très paradoxaux. C'est-à-dire qu'il y a État, moi je mets toujours un S, parce qu'il y a l'État qui dit changement climatique, la politique bas carbone qui est assez volontaire, en fait, hein, finalement. Puis à côté, il y a les préfets qui souvent prennent des décisions où on se dit, mais pourquoi c'est qui l'État qui parle, quoi, quelque part. Donc ces questions-là montrent bien à quel point on n'est pas aujourd'hui, j'allais dire, l'institution ne donne pas le cadre, ne donne pas un cadre satisfaisant. Et la plupart des expérimentations qui vont dans la bonne direction sont des expérimentations qui sont alternatives et qui sont expérimentales et ça, là, la recherche académique, enfin, je veux dire, la recherche a beaucoup de capacité, je pense, à identifier ces déplacements qui sont à la fois dans la méthode, dans l'effort que chacun fait pour se déplacer par rapport à sa propre histoire disciplinaire et à ses propres méthodologies. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis content d'être là, parce que c'est à chaque fois comment les architectes évoluent, comment les forestiers évoluent, comment les gens qui sont plus focalisés ou plus, j'allais dire, qui s'intéressent de biodiversité prennent en compte d'autres paramètres, etc. C'est des choses très complexes et très... Et ça, je pense qu'il y a, qu'en travaillant ensemble, qu'on arrive à, effectivement à peut-être trouver des pistes peut-être plus solides pour le futur. Benoît, peut-être sur la prospective, justement. C'est quelque chose qui... Eh ben, moi, en fait, je pense que l'enjeu, enfin, un des grands enjeux, il renvoie vraiment au rôle de la prospective, qui tient sur deux pieds. Le premier, c'est ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire se forcer à imaginer des futurs qui soient différents de la situation actuelle. Et vu toutes les discussions qu'on a depuis ce matin, on sent bien que c'est nécessaire. Et puis, l'autre pied de la prospective, c'est précisément un ensemble de méthodes et de règles pour discuter sérieusement de ces futurs possibles et du coup de les mettre en discussion et de s'accorder sur qu'est-ce qui est souhaitable pour qui, pourquoi, ce sur quoi on se met d'accord, ce sur quoi on ne se met pas d'accord. Et la prospective, elle permet effectivement de faire ça. Alors, du coup, je trouve que ça ouvre, je dirais, au moins 3 chantiers là, pour ce PC4. Le premier, à mon avis, il tient à la nature et quelque part, peut-être ça vaut le coup de prendre au sérieux la promesse d'une forêt qui serait porteuse d'alternatives. Je trouve qu'on en a parlé par-ci par-là, mais de rediscuter, de repenser nos modes de vie, les interactions avec la forêt, sur les questions santé et forêt, si on sortait l'art des musées et qu'on le mettait en forêt, si on sortait les écoles de ces bâtiments urbains et qu'on allait faire de l'enseignement en forêt, je trouve que ça ouvre des imaginaires et qui vaudrait le coup d'être creusé. La deuxième piste, elle porte sur ces échelles de décision dont on parle, les acteurs impliqués, quelque part les modèles d'organisation collective qu'on se donne, c'est-à-dire est-ce qu'on s'accorde sur un système de gestion très centralisé, au contraire quelque chose de très local, très co-construit, ou au contraire quelque chose où on assumerait un monde dans lequel il y a une diversité d'acteurs qui portent des préoccupations et on organise la confrontation pour arbitrer, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui remportent les arbitrages. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, ça fait une deuxième piste. Et puis la troisième piste, elle s'adresse aussi au monde, au monde académique, hein, de la diversité des sciences qui sont nécessaires pour faire s'embarquer dans cette aventure prospective. C'est parfois pas très confortable, ça nécessite effectivement de partir à l'aventure. On sait d'où on part, on ne sait pas trop où on va, mais on s'accorde sur le fait que discuter politiquement du long terme, c'est important. Merci Thomas. Et puis Philippe, pour conclure. Ok, pour conclure. Donc effectivement, en termes d'attente, nous, en tant qu'établissement public, CNPF, effectivement, on a un vrai besoin de travailler ensemble avec le monde de la recherche, de ne pas être simplement fournisseur de données ou d'accès à la placette, mais un vrai travail commun. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on attend de la recherche, mais c'est aussi qu'est-ce que la recherche attend de nous.
Donc un échange à double sens, pour nous c'est très important et c'est ce que vraiment propose le PEPR. C'est ce qui est affiché, donc c'est vraiment très important pour nous. Après, la forêt de demain, les chiffres de l'inventaire forestier sont là. Effectivement, on a une forêt française qui globalement hausse de mortalité, hausse des dépérissements. Voilà, on a des vrais défis aujourd'hui pour garantir, rien que l'état boisé, c'est un vrai défi aujourd'hui pour la forêt de demain. Donc c'est en travaillant ensemble qu'on pourra peut-être adapter, trouver des solutions. Ça, c'est très important pour nous. Et je voulais simplement terminer sur la finalité du PEPR et justement, à travers ce hub, peut-être, de s'assurer d'avoir, en fin de compte, au bout des 6 ans, 7 ans, des outils qui soient vraiment viables et utilisables à tous les niveaux de la filière forestière, si on se focalise sur la filière forestière. Donc vraiment, des outils qui peuvent être utilisés de par d'un savoir de compétences, par des moyens financiers, des moyens techniques. Donc s'assurer vraiment de cette viabilité, c'est très important d'avoir cette retombée dans les mains du propriétaire forestier, comme un outil tablette par exemple. Enfin, bref, c'est très important pour nous. Voilà. Merci. Merci Thomas. Et Philippe. Alors peut-être pour reprendre la question de notre vision de la forêt de demain. Alors moi j'ai un regard qui est porté essentiellement sur le territoire du Parc national de Forêt. On a dans le cœur du Parc national de Forêt une réserve intégrale qui est la plus grande de France avec plus de 3000 hectares. C'est de la forêt, mais à l'intérieur de cette forêt, il y a des anciennes prairies, notamment des anciennes prairies à gibier. Évidemment, le fait que ces espaces soient classés en réserve intégrale fait que ces prairies ne sont plus gérées comme des prairies. Et alors, on n'observe pas aujourd'hui une fermeture immédiate. La réserve est récente, elle a été créée en 2021. Mais on peut imaginer que ces espaces se referment. D'ailleurs, cette fermeture de certains milieux, c'est quelque chose qui peut poser des difficultés au maintien de certaines espèces. On a par exemple sur le parc national de Forêt la plus grande station de plaine, les plus grandes stations de plaine de sabot de Vénus, une orchidée extrêmement intéressante. Et ces stations peuvent être mises en danger par le fait de la fermeture du milieu, ce qui fait que les forestiers sont amenés à réouvrir pour maintenir ces stations de sabots. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi je ne suis pas extrêmement optimiste par rapport au maintien de l'état boisé. La question, elle est plus de quelle sera la composition en essence dans ce couvert, dans cet état boisé. Et il est probable évidemment qu'il y ait des évolutions dans la composition en essence. Et il est probable, alors là, si on se place du côté d'un gestionnaire qui veut exploiter des bois, qu'il faille adapter cette exploitation. Et en fait, la réflexion qu'on souhaite porter, nous, au Parc national, et on est lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt du ministère de l'Agriculture, et donc on a engagé une démarche de concertation multipartenariale sur cette question-là, avec l'idée de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire évoluer peut-être la filière bois, l'aval, enfin, la transformation. Parce qu'en fait, les questions qui vont se poser, c'est bon, on a évoqué ce matin la question des risques. C'est effectivement quelque chose qu'on partage totalement. Mais avec ces risques, on va avoir peut-être plus de feux de forêt, y compris dans nos territoires, peut-être plus de chablis. Et donc être amené à traiter des bois déclassés, des bois brûlés, des bois abîmés, enfin bref, peut-être même d'autres essences que celles nobles qui sont les essences de production d'aujourd'hui. Donc la question, c'est plus comment est-ce qu'on peut travailler avec les acteurs de la filière, première transformation, deuxième transformation, peut-être les menuisiers, les marketeurs, les designers, etc., pour qu'on puisse utiliser ces produits qui seront les produits qu'on aura dans la forêt de demain. Voilà, donc on a cette réflexion sur la filière qui me paraît importante. Et puis ensuite, par rapport à la forêt elle-même, moi, je rejoins ce qui a été dit sur la question génétique. Je pense que la biodiversité, elle a, bon, on le sait tous, ces 3 dimensions écosystémiques, spécifiques et génétiques. Et s'agissant des espèces et du dépérissement, moi, je suis toujours un petit peu perturbé par le discours qui consiste à dire telle espèce, telle essence forestière n'est plus adaptée. Alors que quand on y réfléchit, c'est juste de l'observation. Et moi, je me permets cette remarque naïve, peut-être que dans les experts qu'il y a dans la salle, vous corrigerez, mais naïvement, quand on gère une parcelle en futée régulière, moi, ce que j'avais appris à l'école, c'est qu'on sélectionne des semenciers sur la base de leur apparence, et notamment en se disant, ces semenciers, c'est ceux qui donneront les plants qui produiront les arbres les plus droits et qui seront les plus adaptés pour la production de bois. Sauf que sur une parcelle, quand on a sélectionné quelques semenciers, nécessairement, il se trouve que
génétiquement, on n'a peut-être pas sélectionné les arbres les plus aptes génétiquement à résister à la sécheresse, à la canicule, etc. Et donc peut-être que la sélection qu'on a opérée jusqu'à présent, elle n'était peut-être pas la plus appropriée par rapport au changement climatique et à nos enjeux d'aujourd'hui. Et donc moi, je serais vraiment très demandeur. Alors j'ai vu qu'il y avait toute une série, notamment sur le PC Régiadapt, de travaux sur la génétique. Et donc je pense que c'est extrêmement intéressant. Et on est au Parc national de Forêt, potentiellement un laboratoire, et tout à fait ouvert à discuter avec les équipes qui travaillent sur ces sujets. On sera très intéressés dans la salle. Donc, on a la présence d'Hélène Leborgne, qui est la responsable de notre centre d'études et de ressources sur la forêt qu'on vient juste de créer, mais qui a vocation à accueillir de la recherche et à être à votre service, au service d'équipe, pour pouvoir implanter des recherches sur le territoire du parc national. Donc voilà, la génétique, ça nous paraît extrêmement important. Et puis, alors un autre sujet, c'est la biodiversité, au sens notamment de l'utilisation de cette matrice forestière comme un espace dans lequel les espèces peuvent se déplacer. Et donc, comment est-ce que la forêt peut permettre la mobilité des espèces. Et donc, on travaille beaucoup sur la trame de naturalité avec ses différentes composantes à l'échelle du massif, à l'échelle du peuplement, à l'échelle de l'arbre habitat, et pour tenir compte des besoins des différentes espèces. Donc je pense que cette dimension forêt comme étant un espace de vie d'une grande diversité d'espèces, c'est quelque chose qui est fondamental et sur lequel on est là encore très intéressé pour travailler avec vous. Peut-être un dernier point sur les espèces. On a évoqué tout à l'heure, enfin, ça a été brillamment évoqué, donc les dispositifs non intrusifs pour mesurer la présence d'espèces. Je pense que là, nouvelle technologie plus intelligence artificielle, ça fait vraiment partie des axes, d'ailleurs, qu'on a intégrés à notre stratégie scientifique. Il y a vraiment une volonté aussi de notre côté que des travaux puissent être réalisés dans ces dimensions-là, sur ces sujets-là, pour pouvoir aller vers des méthodes les moins intrusives possibles dans le milieu. Enfin, voilà, on est une aire protégée, on a besoin de connaissances, mais en même temps de ne pas perturber le milieu ni les espèces. Merci. Merci à vous. On va s'arrêter là pour la table ronde. On a déjà... Oui. Je vais prendre la suite. Merci Oui. beaucoup pour les témoignages de nos panélistes. Et puis je vais peut-être rebondir pour faire la transition sur ce que Philippe vient juste de dire, en mentionnant son intérêt pour les résultats des projets Régiadapt et Monitor, puisque finalement le hub a ce rôle transversal de faire le lien et d'intégrer les connaissances qui vont être produites par les différents projets du PEPR. Donc cette connexion, elle pourra se faire au niveau du hub, et c'est d'ailleurs le nom du hub vient bien de là. Alors pour présenter un petit peu finalement ce qu'on va faire dans ce projet, alors comme Maya l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas présenter les quatre feuilles de l'espèce de trèfle là, puisque la partie Living Lab et la partie formation sera abordée en détail demain. Donc je vais plutôt creuser un peu plus les deux autres volets du projet. Ah, zut, je suis parti dans le mauvais sens. Ouais. C'était le plus gros bouton. Mais donc les changements, on vient de le voir, ces changements, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des changements forts dans les socio-écosystèmes forestiers. Bon, c'est peut-être une évidence dans le contexte où on est actuellement avec les changements globaux. Et donc, on va s'intéresser à ces changements écologiques. Ce sera une partie importante du projet. C'est un projet de recherche, Maya l'a rappelé. Donc, il y aura également dans cette partie une interrogation scientifique sur les concepts même de ce que sont ces changements. Changements écologiques, mais vus à travers différentes disciplines scientifiques. Donc, il y aura un travail scientifique qui sera fait de synthèse, de revue des concepts. Donc, comment ce changement s'exprime, hein. On peut penser, par exemple, à ce qui est dégradation et collapse en écologie, enfin, et puis leur pendant, résilience et succession. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces concepts-là ? Des concepts qui seront creusés, mais qui en s'ancrant sur du réel, donc avec des cas d'études, et des données qui seront également mobilisées pour illustrer ces concepts. On aura un autre pan du travail. Alors, Guillaume nous l'a rappelé tout à l'heure, les attentes aujourd'hui, qui se plaquent aujourd'hui, se plaquent sur des forêts qui sont héritées. Donc il y a une dimension historique qui est importante. Bon, le temps forestier est un temps long,
Donc forcément, on a une dimension historique qui est toujours importante quand on s'intéresse au changement dans les socio-écosystèmes forestiers. Donc on aura toute une partie qui sera beaucoup plus historique pour voir les trajectoires passées sur un temps qui est assez long. Ensuite, on l'a vu, alors le projet Monitor finalement illustre aussi le fait qu'on est actuellement, et ça fait partie des changements, cette fois-ci peut-être plus les changements scientifiques, on est dans une période où on a des nouvelles technologies qui arrivent, des nouvelles données qui arrivent, et ça permet de faire des choses merveilleuses. Mais ça nous amène aussi, et ça c'est dans le hub peut-être on va s'interroger sur le fait, ce tournant du tout donné, qu'est-ce qu'il implique également. Finalement, quand on fait le choix de mesurer une donnée, il y a un choix implicite, sous-jacent, de ce qui est important à regarder. Et donc ça peut aussi, on doit aussi s'amener à s'interroger sur ce choix qui est fait à travers les données, qu'est-ce que ça conditionne dans ce qu'on peut ensuite étudier d'un point de vue scientifique. Donc ça, on va s'y intéresser également dans ce projet-là. Et puis, on va s'intéresser également aux représentations que peut se faire la société, enfin d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue profane, les représentations de la forêt. Donc ça va passer à travers un travail sur un observatoire en lien avec un baromètre qui est piloté par l'ONF, et dans lequel on va également essayer d'embarquer des gestionnaires publics et privés, différents groupes d'acteurs, pour creuser ces différentes représentations. Derrière ces travaux, il y a évidemment des femmes et des hommes, des scientifiques. Donc il y a des laboratoires qui sont embarqués. Je ne vais pas tous les citer parce qu'en fait, en particulier dans cette composante changement, on a plus de 14, je crois, laboratoires qui vont être impliqués dans le projet. Et simplement pour dire qu'on a un pilotage par l'EHESS, par l'UMR CESCO et par l'UMR EDISA. Donc simplement pour vous permettre de situer un petit peu quelles sont les personnes qui sont également embarquées dans cette aventure. Également, le hub, c'était je ne sais pas si vous avez encore en tête la diapo du début, mais il y a les 4 feuilles, et puis au milieu, il y a un petit cœur, qui est la plateforme. Parce que du fait de notre mission d'être à la croisée entre les différents projets, on va essayer aussi... Il y a une partie de l'activité en fait, qui va se faire en chemin, en fonction des résultats qui vont être dans les différents projets. Et donc, il va y avoir aussi tout un travail de construction avec les projets à travers des ateliers, en mettant en avant tout le côté interdisciplinaire. Donc ça aussi, ça fait partie, c'est plutôt le côté plateforme du projet, et ça sera bien présent. Alors, pour en venir à la dernière, enfin pas la dernière, mais la deuxième plutôt, le deuxième volet qu'on veut mettre en avant dans le projet, donc les prospectives. Donc on a vu également ce que ça pouvait impliquer en termes de regard vers le futur pour les changements des socio-écosystèmes forestiers. Donc là encore, on ne perd pas de vue la dimension projet de recherche, donc il y aura tout un travail qui va être fait sur les méthodes pour mettre en place des prospectives, avec y compris une acculturation d'ailleurs des scientifiques à cette méthode de travail, et puis une mise en débat des prospectives qui ont déjà pu être faites sur les forêts. Ensuite, il y aura des prospectives qui seront faites. Alors des prospectives à différentes échelles, à l'échelle nationale, en replaçant également les forêts françaises dans le contexte européen, voire global. Il y a également une dimension internationale dans notre projet qui est importante et qui pourra s'exprimer dans le cadre du volet prospectif, mais également dans les autres volets. Et c'est là en fait où tous les points de vue qu'on a vus tout à l'heure, mais d'autres également, seront très importants à prendre en compte. Ces prospectives, elles se feront donc à l'échelle nationale, elles se feront aussi à une échelle plus locale. Et là, il y a un lien qui se fera avec un autre volet du projet qui est les Living Labs. Donc on va, à l'échelle du territoire également, déployer cette méthode de travail pour voir quels seront les futurs possibles des forêts en lien avec les différents acteurs impliqués dans ces futurs. Typiquement, enfin, du coup, j'ai envie aussi de rebondir sur ce qui a pu se dire ce matin. Enfin, par exemple, ce matin, quand il y a eu ce petit moment de discussion sur l'investissement qui est fait dans les forêts en relation avec le risque, et ben ça, typiquement, je pense que dans le travail de prospective, il va falloir embarquer ces discussions également. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a vues ce matin et tout à l'heure qui seront fondamentales pour ce travail de prospective.
Et puis, encore une fois, ce hub donc, est à croiser entre différents projets. Donc, toujours à travers la plateforme, il y aura tout un travail qui sera fait pour entretenir un dialogue entre les projets et avec les différentes parties prenantes. Donc, tout un travail autour de rencontres et d'ateliers. Voilà très rapidement. Ah oui, puis alors aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a des femmes et des hommes. Donc, pour là mentionner les principaux laboratoires qui seront impliqués dans ce travail sur les prospectives, ce sera essentiellement l'UMR Trace, la Maison française d'Oxford et le département, la DEPE d'INRAE. Voilà, j'espère qu'on a encore un petit peu de temps pour des questions. On peut s'accorder, je me tourne vers... Oui, 5 minutes? Oui, ça va? Oui, eh ben on va s'accorder. 5 minutes, pas plus. Allez. Donc, est-ce qu'il y a des... Je me tourne vers la salle, j'imagine. Quelques questions. Xavier Desglises, moi je représente le secteur bois dans le conseil scientifique. Je voulais vous dire que je suis vraiment impressionné par la qualité de ce qui a été présenté jusqu'à présent. La qualité du programme, la qualité des chercheurs, comme je le disais à mon ami le directeur de Xylo Futur. Dans le domaine forestier, vous avez un potentiel qui est représenté ici par un nombre important de personnes que nous n'avons peut-être pas dans le secteur, je dirais, bois. J'ai apprécié les remarques que les deux personnes au centre ont fait sur la filière bois. Il faut effectivement ne pas l'oublier. L'évolution depuis une vingtaine, une trentaine d'années pour la filière bois, il n'est pas très positif. On a toujours le même déficit. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a eu le départ de grands groupes de la filière bois. Actuellement, on n'a plus les grands groupes comme Saint-Gobain ou Isoroy dans la filière bois qui étaient très importants pour développer la recherche. Alors, il y a toujours une activité recherche dans le secteur, je dirais, universitaire ou dans les centres techniques. On s'intéresse toujours au devenir du matériau. Et ce que vous disiez, le cascading, c'est-à-dire l'utilisation du bois en cascade, se développe énormément en France et à l'international, même chez les Chinois. Les Chinois commencent à réfléchir, depuis quelques années, réfléchissent sur la meilleure utilisation du matériau bois, qui n'est pas forcément, effectivement, le secteur énergie. Alors, le bois, il ne faut effectivement pas l'oublier. Il faut penser aux premières, deuxièmes transformations. Il faut penser au fait que les recherches sur le bois peuvent aider pour le devenir des forêts quand elles ont été touchées par des impacts climatiques ou impacts bio. On est capable, dans le domaine matériaux bois, de faire, je dirais, n'importe quel type de matériau de très bonne qualité à partir d'un produit de départ qui peut être attaqué par les scolites, qui peut être des résidus d'incendie. Mais il n'y a pas suffisamment d'activités recherche dans ce domaine-là. Et surtout, on a peu de support industriel. Donc, il faut penser, vous avez un énorme potentiel scientifique, il faut aider le secteur bois. Merci. Oui, enfin, moi je me permets d'intervenir pour le bois. Merci de votre intervention. Et c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y a aussi une communauté scientifique et technologique qui agit, dont les moyens sont limitants, vous l'avez dit, et c'est vrai, pour autant qui est créative. On essaye de l'élargir. Il y a des instituts Carnot aussi, en Polynat, qui est très intéressant sur tout ce qui est chimie du bois.
Donc il ne faut pas désespérer. Et surtout, on a quand même une responsabilité pour la société de faire en sorte que à la fois les forêts soient adaptées et en bonne santé et fournissent le matériau de décarbonation dont nous avons tous besoin et qui est un matériau d'ailleurs avec lequel il y a toujours eu, comme la forêt, j'ose dire presque une relation amoureuse entre l'homme et la forêt et le bois. Donc il faut la restaurer, il faut surtout que les gens se parlent. Alors d'abord, les communautés scientifiques, parce que on voit, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas qu'il y ait de représentants tellement de la communauté des sciences du bois ici. Et quand il y a un chapitre bioéconomie, c'est difficile de l'envisager en faisant l'impasse sur le bois. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Apprendre à mieux valoriser la diversité de nos espèces françaises, bien sûr, et puis essayer de construire cet écosystème qu'on appelle la bioéconomie, qui est un peu un mot valise, mais qui veut dire quand même qu'on a une réflexion responsable sur un modèle économique à la fois qui crée des richesses, qui est respectueux de l'environnement, respectueux de la société et des salariés qui y travaillent, et pour tous ces impacts également sur tous les territoires. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai noté, je me permets, je suis parti, il faut m'arrêter. J'ai noté ce matin une réflexion d'une jeune femme qui est intervenue sur une gestion, et elle a cité un acteur qu'on ne citait pas du tout, parce qu'on a parlé un petit peu des propriétaires, parlé des chauves-souris, etc. Et tous, on adore tout ça. Et elle a cité un bûcheron. Elle a dit, en fait, j'ai un problème, je crois qu'elle s'appelait Élise, je ne sais pas si elle est encore là. et elle a dit, c'était intéressant, j'ai eu un bûcheron, c'était pas bûcheron de Ronsard, en fait, hein, qui est un bourrin qui coupe la forêt, etc. C'était quelqu'un qui dit, c'était un auxiliaire, il m'a aidé à résoudre mon problème de gestion du peuplement, au plan paysager, et même au plan écologique. Je ne crois pas trahir ses propos en disant. Par partir du principe que les gens qui aiment la forêt, ils travaillent aussi et trouveront avec vous les solutions pour la gérer sur le temps long et réussir cette adaptation. La gestion adaptative, c'est aussi jouer avec les hommes, et les hommes, ils sont prêts à s'adapter. Oui, Laurent Saint-André d'INRAE. Je ne l'ai pas vu dans la partie recherche, là, mais est-ce que vous avez des chercheurs en sciences de la controverse? Parce que ça devient un enjeu fort dans l'interaction avec la société et dans le changement du métier de forestier qui va intégrer, dont les plans de gestion vont complètement changer, en fait. La façon de faire les plans de gestion vont complètement changer. Donc, est-ce que vous avez des chercheurs ou chercheuses qui travaillent sur la science de la controverse? Donc oui, je peux répondre. Un des gros enjeux de ce programme pour le Hub, c'est de répondre à la question de la gouvernance. Et donc quand forcément on veut parler de cette question de la gouvernance dans des processus qui peuvent être en plus, c'est-à-dire tout le monde voudrait que ce soit toujours du consensus. Il y a plein de situations, on voit bien, où on ne peut pas régler la question simplement par une concertation, tout le monde autour de la table, parce qu'il y a des tensions profondes, il y a des dissensus profonds sur les choix, et donc ces questions, elles agitent forcément les controverses, depuis où on parle, etc. Donc on va faire des cartographies. La plateforme au centre va beaucoup s'occuper de ça. Il va y avoir des chercheurs dans la plateforme qui vont travailler sur les cartographies des controverses. On a avec aussi le laboratoire des mouvements sociaux de l'EHESS des gens qui travaillent depuis longtemps. Donc un des gros challenges de notre hub, c'est de faire rentrer de façon beaucoup plus forte les chercheurs en sciences sociales qui jusque-là n'avaient pas forcément choisi ou travaillé sur l'objet forêt ou bois ou etc. ou ces territoires-là, et qui vont essayer d'apporter ces compétences qui jusqu'à maintenant, qu'ils le développent sur d'autres questions sociétales, mais pas forcément sur cet objet-là. Donc la greffe est un peu difficile à prendre parce que on a déjà, avec les forestiers, des économistes de la filière, des sociologues de la concertation qui ont déjà travaillé sur... Mais on n'a pas les gens qui ont pu travailler en STS ou sur des grosses questions, etc., comme ça a été fait sur d'autres champs. Donc ça, c'est vraiment un des gros challenges. On a commencé à attirer certains des labos en SHS qui permettent de faire ce boulot. On espère que, parce que c'est sur 6 ans, qu'on va avoir un effet de levier sur le renforcement en fait des compétences scientifiques de ce champ de la recherche dans les processus. Et puis le dernier point que sur lequel je voudrais insister aussi, on ne l'a peut-être pas dit, on est en train aussi de travailler avec le déploiement de la place de l'art dans ces systèmes, mais pas juste pour illustrer un peu ce que feraient les chercheurs, hein, pour mettre en travail les gens parce qu'il y a des enjeux de créativité pour le futur.
Et donc, il faut mettre en travail et les imaginaires et les sensibilités, etc., pour produire ces ruptures, ces changements. C'est-à-dire qu'il y a des effets durs de tensions économiques, sociales, de choix politiques, mais il y a aussi des projets du futur. Et on n'a peut-être pas que des visions transhumanistes des futurs, on a plein d'autres visions des futurs. Les artistes, ils sont là aussi pour ça. Donc on va prendre des gens un peu costauds, comme Fabrice Hibert, qui, ça y est, s'est engagé avec nous pour travailler là-dessus, qui va faire qu'on espère aussi pouvoir monter avec les gens de l'art pour une diffusion aussi auprès du public de tous ces travaux, comment travaillent les chercheurs leurs imaginaires et les artistes les imaginaires. Voilà, donc on ne sait pas, eux ils ont aussi des moyens complémentaires qu'on n'a pas, à Beaubourg, au Quai Branly, etc. Donc on espère aussi qu'on puisse petit à petit avoir des effets de levier sur la société par ça. Donc ça, on est content qu'on ait 6 ans, c'est ambitieux, mais il faut surtout faire ses greffes et faire que ce travail d'interdisciplinarité. Mais je pense qu'il y a sur la forêt, les sociétés, c'est peut-être l'écosystème qui connaissent le mieux depuis des millénaires. Donc je pense que ça mobilise des imaginaires, une puissance d'action qui peut probablement peut-être permettre des choses qu'on n'arrive pas tout à fait à faire dans d'autres secteurs. J'ai travaillé 10 ans dans le secteur de l'eau. On n'y arrive pas sur les fonds marins. Enfin voilà. Donc je pense que la forêt a un enjeu majeur de travailler si on veut s'attaquer à des choses aussi fondamentales à faire bouger et qui sont un espoir aussi pour nos sociétés, pour nos enfants. Ce sera l'espoir de la fin. Merci, merci Maya. Merci à vous. Merci. Donc je crois qu'on a pris un peu de retard, mais il y a quand même, on a le droit à la pause. Oui, ça va. Bon. Eh ben, à tout de suite.